Hello there. Hey, bonjour tout le monde, c'est Mers qui est avec vous pour cette 12e semaine de serveur web. Ça devrait être la dernière semaine de cours. Donc aujourd'hui, j'ai un peu de théorie à voir avec vous autres. C'est la semaine numéro 12. Donc un petit peu de théorie. Après ça, je reviens sur les éléments de Windows et du serveur web sous Windows. Ensuite de ça, on va voir un petit peu l'ergonomie et la publication. Et je termine la théorie là-dessus avec quelques exemples. Puis ensuite, je vais vous parler de l'examen la semaine prochaine. Donc, examen la semaine prochaine, présentation des projets la semaine prochaine. On va regarder pour les dates. Puis ensuite de ça, tout ce que je vais faire avec vous autres, là, c'est si vous avez des inconvénients pour les dates, vous m'en reparlerez. Sinon, il vous reste 2 semaines pour compléter le projet. Perfect. Donc, on passe à la théorie pour cette semaine. Puis, de toute façon, vous terminez normalement pour faire ce cours-là, pour aller par la suite faire un stage. Donc, merde à tout le monde pour le stage. On passe à la théorie de cette semaine. Bon, pour la théorie de cette semaine, j'ai 3 petits bouts de théorie concernant le serveur web sous Windows. Je commence avec l'hébergement virtuel mix basé sur les noms et sur les IP. Donc, c'est une question qui m'a été posée à quelques occasions. Mers, dans ton cours, on a vu comment faire un serveur web sous Windows, sous Linux. Mais admettons qu'on veut héberger plusieurs sites web sur le même serveur. Évidemment, c'est possible de le faire. Sous Linux, vous avez tout simplement à configurer votre serveur pour avoir différentes lignes avec Virtual Host. Donc, vous pouvez soit indiquer l'adresse IP comme ça de la machine, avec Document Root, c'est l'endroit que vous avez vu dans les premières parties du cours, où se situe, par exemple, la racine de votre site web. Puis le nom de serveur, server name, ça pourrait être le DNS si vous en avez un. Dans notre cas, en laboratoire, on a seulement des adresses IP, on n'a pas de DNS. Sinon, ça pourrait être ça. Regardez, ça commence par Virtual Host, ça se termine par /Virtual Host. Donc, autant de fois que vous avez de sites sur votre serveur, autant de fois que vous pouvez avoir cette ligne de commande-là dans la configuration d'Apache. Donc, je vous ai fait un petit document là-dessus. Pour IIS sous Windows, c'est encore plus facile. Tout simplement, là, à la racine du site web, vous faites un clic droit sur le bouton de la souris, vous faites Nouveau répertoire virtuel, un endroit sur l'ordinateur où vous allez placer un nouveau site web, puis vous allez pouvoir identifier comme ça l'endroit où est situé le nouveau site web, puis il va être installé dans le serveur web IIS. Donc, aussi simple que ça. Donc, j'insiste pas plus qu'il faut là-dessus. Je ne vous demandais pas de faire ça pendant les laboratoires, mais étant donné qu'il y a des questions qui m'ont été posées là-dessus, j'ai préparé un petit document, soit pour la version Apache, soit pour la version IIS sous Windows. Donc, si jamais vous avez besoin d'héberger plus qu'un site web au même endroit. Perfect. On poursuit avec les petits commentaires sur les notes de cours. On a vu la semaine passée que sur SQL Server, sur le serveur web de Windows, c'était possible, évidemment, de faire des bases de données, mais quelque chose qu'on n'avait pas fait souvent, c'était, par exemple, là, de faire des vues. Donc, je vais changer de diapositive. Donc, les vues, je vous ai fait un document là-dessus, parce qu'on n'en a pas fait vraiment réellement dans les laboratoires, mais ça serait important de savoir c'est quoi une vue. Je vous l'ai expliqué dans mes propres mots. C'est ce que je vais faire encore cette semaine. C'est que les vues, dans le fond, c'est tout simplement une requête SQL qu'on va se créer, qui fait appel à une ou plusieurs tables de notre base de données. Puis à ce moment-là, on va pouvoir faire des requêtes sur la vue qu'on vient de se préparer. Ça fait en sorte que si on a une requête un peu plus complexe, ça va retirer les données de notre base de données avec nos tables, puis on va pouvoir faire une requête sur la vue, comme si c'était une table en tant que telle. Donc, j'ai fait aussi un petit document là-dessus qui explique un petit peu comment fonctionnent les vues. Si jamais vous n'êtes pas certain, la semaine passée, je vous ai fait un exemple avec SQL Server, comment créer une vue. C'est quand même assez simple, là, bouton droit de la souris sur vue. Vous créez une nouvelle vue. Puis à ce moment-là, vous avez tout simplement à choisir les tables que vous voulez avoir dans cette super requête-là qu'on appelle une vue. Nom de Zeus! Puis ensuite de ça, vous allez choisir quel champ vous voulez voir apparaître. Est-ce qu'il y a des critères, par exemple, plus grand que 5000, plus petit que 25, etc. Puis ensuite de ça, vous allez vérifier votre requête si elle fonctionne. Ça va donner une requête SQL qui apparaît ici dans le 3e volet. Puis ensuite de ça, vous allez exécuter la requête pour voir le résultat, si ça donne le résultat escompté.
Si votre vue fonctionne, bien, vous allez l'enregistrer. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir faire des requêtes directement sur la vue. Donc, si, mettons ici, la vue s'appelle produit, je pourrais tout simplement faire un select étoile from produit, puis ça va faire la sous-requête, la requête qui est à l'intérieur, qui est plus complexe, ça va m'envoyer le résultat. Donc, je n'aurai pas besoin de faire une requête super complexe, je peux faire une requête directement sur la vue, puis ça va me donner les résultats qui sont là. Donc, à ce moment-là, j'ai quand même fait un petit document pour vous expliquer plus précisément c'est quoi une vue. Ça va être aussi matière à examen final, même si vous n'en avez pas fait en laboratoire. Il faut au moins savoir c'est quoi une vue, à quoi ça peut servir, puis comment on l'a fait, par exemple, sur SQL Server. Donc, j'ai ce petit document-là qui est sur les vues. Perfect. Je termine le troisième petit volet avec justement les suppressions en cascade puis les mises à jour en cascade. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine passée, on a vu comment faire, par exemple, une clé primaire. C'est assez facile. Bouton droit, vous mettez une clé primaire. C'est la petite clé jaune dans SQL Server. Puis, vous pouvez aussi, sur une clé étrangère, faire un clic droit, puis aller voir dans Relations. Dans Relations, bien, premièrement, il va donner un nom à votre relation, comme on le faisait sous Linux. Mais là, on le fait sous Windows. Si vous voulez changer le nom, vous pouvez changer le nom, mais il y a un nom par défaut qui apparaît. Puis ensuite de ça, vous allez spécifier ici quelle table va être utilisée, puis quelle colonne va être utilisée. Clé primaire dans une table, clé étrangère dans une autre table. Ensuite de ça, dernière petite chose, est-ce qu'il y a une relation, une spécification de insertion ou de mise à jour, donc règle de mise à jour ou règle de suppression en cascade ou aucune action. Donc, on va faire un petit exemple avec ma table de joueur de baseball avec Expo. On va faire un petit exemple pour vous montrer qu'est-ce qui arrive si on fait une destruction en cascade, puis on détruit, par exemple, là, un joueur. Donc, on va faire le petit exemple. Bon, pour le petit exemple, là, ben, on va tout simplement, je suis dans SQL Server, je vais agrandir à tout l'écran. Je vais ouvrir Management Studio. C'est le logiciel qui me permet de gérer ma base de données SQL Server. Très important, quand vous vous connectez à SQL Server, il faut avoir l'authentification mix. Très important de le cocher quand vous avez l'installation. Il faut être capable de se connecter avec SA. Donc, je vais me connecter avec SA avec mon mot de passe. Si j'ai bien fait mon installation, donc je devrais avoir mon explorateur d'objets qui est ici. Si je clique sur mes bases de données, on va regarder comme il faut. J'ai ma base de données baseball. Dans ma base de données baseball, j'ai différentes tables. J'ai ma table Expo et j'ai ma table salaire. Donc, si je vais voir, par exemple, ma table Expo, son contenu, donc je vois ici là, mes joueurs de baseball, le nombre de présences, coup sûr, puis un champ calculé qui s'appelle moyenne. Moyenne qui est 0, quelque chose. Donc, c'est le nombre de coups sûrs divisé par le nombre de présences. Ensuite de ça, j'ai le numéro du joueur, qui est ma clé primaire, qui va se référer à mon autre table, qui est salaire, qui contient ma clé étrangère. Donc, par exemple, ici, là, vous regardez le nom des joueurs. On va essayer d'en trouver un dans ma table salaire. On va regarder les joueurs de ma table salaire. OK. Je remarque ici qu'il y a Aidé Boucher. Aidé Boucher, c'est le numéro 14. OK. On a son salaire qui vient de la République dominicaine. Ici, le numéro, c'est la clé étrangère. Donc, on va aller voir, par exemple, dans ma table salaire, si je vais dans Création. OK. Si je vais à bouton droit de la souris sur le numéro du joueur, je vais voir Relations. Dans Relations, je vois qu'il y a une relation ici. Je vais aller voir spécifier ma relation. Je clique sur les 3 petits points. Je vais voir qu'il y a une relation entre Expo numéro et entre clé étrangère, salaire, numéro. Donc, numéro de Expo, c'est ma clé primaire. Numéro de salaire, c'est ma clé étrangère. Donc, tout ça fonctionne. Donc, si je vais voir, je fais annuler ici. Je vais dans ma relation ici, Insert, Update. Donc, j'ai une règle de suppression en cascade. Donc, si jamais je supprime un joueur des expos, pour garder l'intégrité de ma table salaire, il devrait détruire le même joueur. Donc, je clique sur Fermer. On va faire un essai. Très important dans SQL Server, c'est de fermer nos fenêtres ici parce que sinon, il peut y avoir un problème d'intégrité.
on ne verra pas le résultat automatiquement. Donc, je vais ouvrir ma table Expo. Comme ça. Ensuite de ça, pour voir le contenu de Expo. Puis ensuite de ça, je vais faire modifier ma table Expo. Donc, mettons aider boucher, qui est le numéro 14 ici, avec 8 coups sûrs, 21 présences. Il existe aussi dans ma table salaire. OK? Donc, s'il y a une destruction en cascade, si je clique ici sur cette ligne-là, je fais tout simplement supprimer et déboucher. Vous êtes sur le point de supprimer une ligne. Je fais oui. Je supprime ma ligne. Là, il n'y a pas encore d'envoi qui est fait à la base de données. Pour que ce soit officiel, il faut que je ferme avec le X ma fenêtre. Donc, je ferme ma fenêtre. Je ferme aussi le contenu de ce qui est ici. Donc, normalement, je vais réouvrir les 1000 premières lignes de... Ici, je regarde, et déboucher n'est plus là. Si je vais voir dans ma table salaire, normalement, et déboucher ne devrait plus être là. Regardez, et déboucher a été supprimé. Donc, en supprimant dans ma table Expo et déboucher, à cause de la destruction en cascade, pour garder l'intégrité de mon autre table salaire, si je vais voir dans ma table salaire, et déboucher a été supprimé aussi. All right, all right, all right. Donc, c'est ce qui fait la destruction en cascade. La mise à jour en cascade, ce sera un petit peu la même chose. Si j'avais modifié des choses sur un joueur, ben pour garder l'intégrité, il aurait été la modifier, par exemple, le numéro de joueur, il aurait été le modifié dans l'autre table aussi. Donc, ça, c'était la petite présentation pour la partie la destruction en cascade, puis la mise à jour en cascade. Donc, c'était mon petit exemple sur la destruction en cascade. On va passer à la dernière partie de la théorie. Pour la partie suivante, on va tout simplement expliquer un petit peu des choses qui nous semblent peut-être évidentes quand on construit des sites web, quand on travaille dans le web, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de site web, ou par exemple vous autres qui êtes en train d'en faire un, ben, ça peut être quand même des informations importantes. On va parler de l'ergonomie d'un site web, puis on va parler un petit peu aussi du référencement. Donc, juste quelques petites informations pour nous aider là-dessus. C'était prévu dans le plan de cours qu'on en parle un petit peu, donc ça peut vous être utile dans l'avenir. Ainsi ai-je parlé. J'ai déjà eu des étudiants qui se sont placés en stage et il y avait à faire, par exemple, du référencement. Et ils disaient, ouais, mais on n'a pas vu ça dans nos cours. Donc, il y a des entreprises qui travaillent dans le web qui font seulement ça, du référencement puis de l'ergonomie de site web. Donc, on va faire une petite introduction là-dessus. L'introduction, bon, l'ergonomie d'un site web. Si vous regardez, par exemple, la création d'un site web, c'est une grosse partie du travail, mais même après la création d'un site web, il reste l'exploitation du site web. Si vous regardez le petit graphique qui est là, ça nous montre que dans le temps, ça se poursuit à l'infini. Un site web, c'est jamais terminé. On peut toujours l'améliorer, faire des mises à jour, puis changer des choses. Dans un projet de site web, regardez, il y a un petit carré ici sur l'étude préalable. Il y a la planification. Donc, c'est ce qu'on aurait peut-être dû un peu plus faire pour le site web. La validation. Donc, est-ce que c'est correct? Est-ce que les maquettes sont correctes? Est-ce que les prototypes sont corrects? La conception, la maquette, les prototypes, la réalisation. On pense que c'est ça que la plus longue partie du site web. Mais regardez, la réalisation, c'est un petit peu plus long, mais c'est une partie du projet de créer un site web. L'hébergement et la mise en ligne. Donc, une fois qu'on le fait et qu'on trouve que c'est correct, mais il faut le mettre en ligne. Ensuite de ça, il y a la promotion et le référencement. Si notre site web, il n'y a personne qui va le voir, ben ça ne donne absolument rien parce qu'on aura fait ça pour rien. Ça va être un beau site web qu'on aura chez nous, sur un serveur ou un hébergeur web, mais si personne ne va le voir, ça ne donnera rien. Donc, c'est important la promotion et le référencement. Puis ensuite, la maintenance. Maintenir à jour notre site web, c'est important parce que si notre site web date d'il y a 12 ans, ben ça se peut qu'il ne soit plus à la mode puis que les gens le trouvent un petit peu poche, notre site web. Donc, je regarde, par exemple, au Cégep de Lévis, à tous les 2-3 ans, maximum 4 ans, le site web est modifié puis est mis à jour. Donc, on change le site web parce qu'il y a une question aussi un petit peu d'art là-dedans qui fait en sorte que les sites web ils peuvent devenir passé date à un moment donné. Principaux caractères, dans les notes de cours, j'ai essayé de mettre en jaune ce qui est important. Donc, si je pose des questions à l'examen, je vous suggère fortement d'attirer votre attention sur ce que j'ai mis en jaune dans les notes de cours. Okay? Donc, première des choses, la sobriété. Certains sites web vont bénéficier d'un site très épuré qui va renforcer la crédibilité de l'organisation.
Dans certains cas, si vous faites un site de quelqu'un qui saute en parachute, par exemple, ben c'est sûr qu'il peut avoir un petit côté pété dans votre site web. Par contre, je me souviens, moi, je suis assez vieux pour avoir connu l'arrivée de Google. Avant, il existait d'autres moteurs de recherche, mais ce qui a fait la force de Google, c'est premièrement la rapidité, puis aussi le fait que ce soit un site épuré. Quand vous regardez la page de Google, c'est une page blanche avec l'endroit où on peut écrire notre recherche. Donc, c'est assez épuré. Donc, il y a d'autres sites de recherche où c'était plein de publicité, c'était rempli, je ne les nommerai pas, mais eux autres, ils ont perdu beaucoup de plumes parce que quand Google est arrivé sur le marché, c'est un site épuré, puis en plus, il était performant. La lisibilité, la clarté, la structuration, l'organisation du site web, c'est quand même important. On nous dit là-dessus là, que normalement, là, même si on pense des fois le contraire, ça prend 25 % de temps de lecture supplémentaire quand on lit un texte sur un ordinateur. Donc, ça peut être un ordinateur ou une tablette. Il y en a qui ne seront pas d'accord parce qu'ils vont lire des volumes sur une tablette spécialisée. Mais en temps normal, on parle d'un ordinateur, là, on a fait les recherches, puis on dit que ça prend un peu plus de temps à lire sur un ordinateur. Il y a la fameuse règle des 3 clics. Normalement, quand vous recherchez une information sur un site web, si c'est vous qui avez fait votre site web, vous pouvez le tester. Si vous voulez acheter quelque chose en ligne, si vous voulez, par exemple, aller chercher de l'information sur votre site web, normalement, ça ne devrait pas prendre plus que 3 clics pour se rendre au but visé. Si ça prend plus que 3 clics, vous pouvez avoir un petit doute sur le fait que votre site web, peut-être, il est mal construit, parce que les gens, si ça prend trop de clics, vont avoir tendance à se décourager et à aller voir ailleurs. Donc, s'ils vont voir sur un autre site web pour acheter le même produit, bien, vous n'êtes pas gagnant. Donc, normalement, un site web ne devrait pas prendre plus que 3 clics. La liberté de navigation, vous avez sûrement déjà été sur un site web, puis vous vous sentez pris parce qu'il y a des publicités qui arrivent ou des choses comme ça. Vous n'êtes pas capable de revenir à la page d'accueil, puis vous vous sentez comme si vous étiez à l'étroit, vous étiez un petit peu pris. Donc, c'est le fun d'avoir une liberté de navigation. J'ai marqué en jaune ici de revenir à la page d'accueil. C'est important qu'en tout moment, on puisse cliquer à un endroit pour revenir à la page d'accueil. Habituellement, on clique sur le logo de l'entreprise, ça nous ramène à la page d'accueil. À ce moment-là, on a une liberté de navigation. On ne sent pas qu'on est pris au piège par la page web qui veut nous vendre de la publicité, nous faire voir de la publicité surtout, et puis nous amener vers un endroit où on ne veut pas aller. Vers l'infini et plus loin encore. L'adresse devrait être constamment visible, c'est-à-dire l'adresse du site web en haut. Si vous êtes sur www.mesamis.com, ben, si vous ne voyez plus l'adresse mesamis.com, ben, oups, là, ça veut dire que peut-être vous êtes pris au piège puis vous êtes rendu dans une fenêtre que vous ne voulez pas avoir. Donc, on devrait être capable de voir l'adresse URL du navigateur constamment. Tangibilité de l'information. J'ai marqué homogénéité de la structure. Ça serait le fun que le menu soit toujours au même endroit sur toutes les pages. Donc, comme ça, on a l'impression qu'on n'est pas perdu. On sait où aller cliquer. Si on va aller, par exemple, à un endroit, on va aller voir notre panier, on veut faire quelque chose. Donc, tout le temps au même endroit, ça serait vraiment le fun. Temps de chargement, j'ai mis un X parce que ça, c'est plus vraiment vrai aujourd'hui. Des liens hypertextes qui mènent vers les bons endroits. Découpage de l'information, facilité d'échange, redimensionnement des polices, adaptivité. Adaptativité, ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui ont des problèmes de vision, puis il faudrait qu'ils soient capables d'aller sur votre site web, puis quand même, mettons, c'est un site web de vente, passer des achats. Donc, il y a des sites web qui sont beaucoup plus performants, où tu peux grandir la police, changer la couleur de la police pour les gens qui sont daltoniens, grossir vraiment les logos et des choses comme ça. Il y a des sites web qui sont excessivement bien faits pour ça. Donc, on vous explique un petit peu ça ici, là, avec l'accessibilité. Le HTML sera utilisé de façon préférentielle au Flash. Ça n'existe plus vraiment le Flash, donc je passe rapidement là-dessus. Quand vous avez des images, si c'est vous qui avez programmé le site web, ben, à côté de chaque image, on peut mettre une commande qui s'appelle Alt pour Alternate. Donc, cette commande-là va vous permettre de faire une description de l'image. Ça, c'est important pour les moteurs de recherche parce que une image comme telle, l'intelligence artificielle n'est pas présente encore partout, puis on n'est pas capable de définir que dans cette image-là, par exemple, il y a un bébé. Dans cette image-là, par exemple, il y a un petit chat. Si vous mettez un alt dans le code alternate pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans l'image, ben ça va vous permettre d'être mieux référencé un petit peu.
Niveau de contraste, donc il y a des sites web où c'est tout pâle. On a de la misère à voir les textes, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention à ça. Là, on va se répéter un petit peu. Des menus accessibles. Donc, normalement, il ne faudrait pas chercher sur votre site web, par exemple, où est votre panier. Sur votre site web, comment on fait pour passer des achats. Comment on fait pour s'inscrire ou des choses comme ça. Donc, mettre savamment en avant le contenu. Donc, ce qui est important sur votre site web, je ne sais pas, vous vendez des popsicles, mais ça serait le fun qu'on voit les popsicles rapidement sur votre site web pour qu'on sache où on est. Conception du système de navigation, c'est plus ou moins vrai. Avant, on faisait ça. Parcours visuel, ça, c'est important. Regardez, je l'ai mis en jaune. Les études ont démontré que nous autres, ici, en Occident, la façon dont on parcourt un site web, la première chose qu'on voit sur un site web, c'est en haut à gauche. Ensuite, on descend un petit peu. Ensuite, on remonte, on redescend, on remonte et on redescend. La dernière chose qu'on devrait voir sur une page web, c'est ce qui Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Mais non, personne ne les comprend les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Ce qui est placé en bas à droite ici. C'est pour ça que dans un menu, souvent, vous allez avoir le bouton annuler ou supprimer en bas à droite pour pas que par défaut, on aille cliquer là. Perfect. Donc, vous comprenez le principe. Si vous étiez, par exemple, en Occident, non, pas en Occident, mais mettons dans un pays asiatique, normalement, eux autres, c'est le contraire, c'est de droite à gauche. Donc, la partie importante pour un site web en Asie, ça pourrait être le en haut à droite, parce que dans certains livres, ceux qui ont déjà lu des mangas, vous savez que ça se lit de la fin jusqu'au début, ou des fois de la droite jusqu'à la gauche. Donc, nous autres, par contre, c'est en haut à gauche. C'est pour ça qu'on retrouve la plupart du temps le logo de l'entreprise en haut à gauche d'une page web, parce que c'est là que, normalement, nos yeux vont nous amener en premier sur une page web. Évidemment, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. C'est des études qui démontrent que, dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que la plupart du temps, le logo est en haut à gauche dans une page web. La fameuse structuration d'un site web. Donc, sur certains sites web, on va retrouver l'espèce d'organigramme comme ça qui nous permet de, si on est perdu sur le site web, de retrouver, par exemple, où est le formulaire 825. Oh, on regarde la petite structure qui est là. On voit qu'en bas à droite, il y a le formulaire 825. Donc, on va aller cliquer tout de suite au bon endroit pour aller chercher le bon formulaire. Sur des sites gouvernementaux, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est très difficile de trouver le bon formulaire. Si vous avez déjà été sur des sites, vous cherchez un formulaire, souvent, on va passer plusieurs minutes à chercher le sapré formulaire, puis on ne peut pas aller sur un autre site web parce qu'il y a, par exemple, il y a juste ce site de gouvernemental-là qui permet d'avoir, par exemple, ce formulaire-là. Donc, quand il y a un petit organigramme comme ça sur le site web, ça peut être cool parce que ça nous permet d'aller chercher, si c'est un site web qui est complexe, d'aller chercher tout de suite au bon endroit pour avoir le moins de clics possible. Perfect. Les fameux classiques, logo sur le site web en haut à gauche, c'est un classique. Lien vers la page d'accueil, si tu cliques sur le logo de la compagnie, par exemple. Navigation par onglet, ça a été populaire à un moment donné parce que les utilisateurs avaient l'impression qu'ils restaient sur la même page. Donc, je vous montre un petit exemple ici. Navigation par onglet, c'est ce qu'on voit ici. Si je bouge ma souris, là, vous avez des sites web qui sont faits par onglet comme ça. Des sites, par exemple, des logiciels comme Microsoft Office, souvent fonctionnent par onglet. Les gens ont l'impression qu'ils restent sur la même page, donc ils ne sont pas des abusés, ils ne sont pas un peu mêlés. Il y a des onglets sur le côté aussi comme ça. Regardez un exemple du vieux site d'Amazon où il y avait un paquet d'onglets comme ça pour aller voir les différents objets. Il y a des onglets un petit peu plus modernes qui ressemblent un petit peu moins à des onglets, qui sont un menu, mais qui ont une petite apparence d'onglet. Donc, quand on clique sur les onglets, on a l'impression qu'on reste tout le temps sur la même page, puis on n'est pas perdu sur le site web. C'est un feeling, c'est pas la vérité, mais on a l'impression qu'on est toujours sur la même page. Donc, on n'est pas perdu. Perfect. Donc, je reviens aux notes de cours. Donc, introduction au web design. Évidemment, le web design est important. La nécessaire inspiration, je passe rapidement sur certains points. Vous avez vu qu'il n'y a pas de jaune dans ce côté-là. Donc, si vous avez de l'inspiration pour créer des sites web, bien évidemment, profitez-en pour faire de l'inspiration. Aujourd'hui, avec les CMS, les différents outils qu'on peut aller chercher sur Internet pour créer un site web, souvent, on va nous proposer des designs de sites web. Donc, c'est à vous de voir si vous utilisez ça ou pas.
Agencement de la page, on répète un petit peu les choses qu'on a dit un petit peu plus loin. Il y a peut-être le corps de la page qui contient l'essentiel de l'information. Le pied de page, il va regrouper les informations utiles. La mise à jour, un lien vers un formulaire de contact, un plan d'accès. Souvent, on va avoir tendance à aller tout de suite dans le bas de la page pour avoir les liens les plus importants sur la carte, sur le site web. Carte graphique, les maquettes, on a déjà passé un petit peu de temps là-dessus. Je passe rapidement. La dimension des pages. On vous dit d'identifier la valeur inférieure à la définition horizontale de la majorité des visiteurs. Donc, c'est à voir si vous avez une version pour téléphone intelligent, pour tablette, ou sinon qui soit réactif, qui soit capable de s'adapter à n'importe quelle grandeur d'écran. Pour ce qui est de la longueur, quand vous avez des textes, souvent, ça peut être un peu long, dérouler la page web avec le petit ascenseur qu'on appelle la barre de défilement. On dit là-dessus, selon ce qu'on a vérifié dans les recherches, de pas plus que 3 à 5 hauteurs d'écran. Moi, je trouve que c'est beaucoup, 5. Mais en tout cas, selon les recherches, il ne faudrait pas aller à plus que 3 hauteurs. C'est quand on défile la page vers le bas. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus que 3 à 5 hauteurs d'écran. Sinon, les gens trouvent que c'est trop loin, peuvent arrêter leur recherche. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Donc, on passe rapidement là-dessus parce qu'on se répète un petit peu. Évidemment, le choix de couleur est important. Si vous faites un site web sur un sujet particulier, ça se peut qu'il y ait des couleurs prédominantes pour ce sujet-là. Donc, le choix des images, la couleur d'arrière-plan ou l'image d'arrière-plan. La typographie. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment vraiment pas des types de police. Donc, faire attention au type de police que vous allez utiliser. On dit que c'est souhaitable d'opter pour des polices sans empattement, sans sérif, ça veut dire plus rondes. Ceux qui sont comme un petit peu des lettres attachées, on dit que les gens se fatiguent plus rapidement en lisant ce genre de texte-là. Donc, c'est des études qui ont démontré ça. Perfect. Symbole graphique. Sur un site web, quand on voit une loupe, qu'est-ce que ça veut dire habituellement? Ça veut dire qu'on va faire une recherche. Quand on voit, par exemple, une enveloppe, ça signale qu'on peut envoyer un courriel. Quand on voit un point d'interrogation, ça veut dire qu'il y a peut-être de l'aide. On peut aller chercher de l'aide sur le point d'interrogation. Quand il y a une petite maison sur un site web, ça veut dire quoi la plupart du temps, d'après vous autres? Une page d'accueil. Donc, retourner à la maison, ça veut dire page d'accueil des fois. Quand on voit un drapeau, par exemple un drapeau français, un drapeau anglais, ça veut dire que c'est possible de changer la langue. Si vous voyez un drapeau espagnol, ça se peut que si vous cliquez là-dessus, le site a un côté espagnol. Donc, c'est possible de faire ça si vous avez un site en plusieurs langues. Quelques facteurs qui font en sorte que quelqu'un retourne sur un site web. C'est un peu surprenant comme recherche. Qualité du contenu. Évidemment, c'est important la qualité du contenu, 75 %. Facilité d'utilisation, 66 %. Rapidité de téléchargement. Fréquence de mise à jour. Si un site, c'est marqué dernière mise à jour septembre 2012, ben ça se peut que vous dites « Ah, l'information n'est peut-être pas à jour, c'est peut-être pas si bon que ça. » Promotion et remise, si vous avez des rabais. La marque, évidemment, est importante. La technologie est un petit peu moins importante, malgré ce qu'on pourrait penser. Il y en a qui retournent parce qu'il y a des jeux. Des options d'achat, c'est important si c'est une entreprise qui vend des choses. Personnalisation du contenu, chat, etc. Autre chose, 6 %. On change complètement de sujet. Là, on a parlé d'ergonomie. Là, on va parler de publication de site web. C'est quoi ça, la publication de site web? C'est quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, le positionnement est très important. Si votre entreprise arrive à la 10 millième page de recherche, connaissez-vous beaucoup de gens qui vont voir à la 10 millième page de recherche d'un site web? C'est très rare. Moi, je l'ai déjà fait pour le fun, mais normalement, vous allez voir sur la première page, c'est quoi votre résultat de recherche. Des fois, on va sur la deuxième qu'on n'est pas satisfait. La troisième, moi, des fois, je suis patient, je vais jusqu'à la 4e, 5e, mais c'est très rare que quelqu'un va aller voir la 50e page de recherche. Okay? Donc, si votre entreprise, quand vous faites une recherche, vous vendez des voitures, puis quand on fait une recherche sur votre entreprise, elle arrive à la 50e page de recherche, vous ne ferez pas beaucoup de ventes par des gens qui font une recherche sur Internet. Donc, c'est important d'avoir un bon positionnement. Il y a des entreprises qui sont prêtes à payer là, des milliers de dollars pour apparaître dans les premiers. J'ai déjà fait un site web pour quelqu'un. Lui, il vendait des chèvres,
Puis si, par exemple, son concurrent le plus proche, il apparaissait en premier dans une recherche. Lui, il voulait au moins apparaître en deuxième ou sinon en troisième, parce que si quelqu'un voulait acheter dans cette ferme-là, ben, il pouvait avoir le choix de voir son entreprise. Tandis que si l'entreprise apparaît à la 10e page, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont aller cliquer sur son site web pour faire des achats ou pour connaître sa compagnie. Donc, c'est important. Il y a des entreprises, beaucoup aux États-Unis, un petit peu, ça commence au Québec, qui vont payer des milliers et des milliers de dollars juste pour avoir un bon référencement. Donc, il existe des trucs. Une page comme Google, par exemple, là, ne va pas donner officiellement son algorithme de recherche parce que sinon, tout le monde va faire la même chose pour apparaître en premier. Tous les concessionnaires auto aimeraient ça apparaître en premier dans une recherche. Mais si on connaissait exactement c'est quoi les trucs de recherche de Google, ben tout le monde ferait la même chose, tout le monde voudrait apparaître en premier. Mais c'est impossible. Donc, il y a des sites qui permettent de payer pour apparaître. Donc, on paye pour avoir de la publicité pour apparaître dans les liens publicitaires d'une première page de recherche. À ce moment-là, ça coûte des sous. Ce qui a fait un peu la popularité de Google, c'est qu'au début, Google se vantait qu'il n'y avait pas de publicité. C'était juste les moteurs de recherche avaient un algorithme qui permettait de rechercher ce qui correspondait le plus. Maintenant, Google a un petit peu de publicité, mais il affiche en haut que ce sont des sites qui ont payé. C'est des sites publicitaires. C'est des publicités. Si vous allez voir un petit peu plus bas, vous avez les résultats de recherche standard. Mais il y a quand même des choses qu'on connaît. Okay? Dans l'indexation, le positionnement, le page de résultats, etc. Le ranking, qu'on appelle en anglais, le classement, où c'est que vous apparaissez dans un outil de recherche. Il y a quand même des trucs qu'on connaît, qui sont connus de tous, qu'on peut faire pour améliorer notre référencement, apparaître plus haut dans une recherche sur le web. Premièrement, le contenu. Il faut qu'il soit original et attractif. Si vous êtes le seul site web dans le monde qui parle, par exemple, des marmottes, ben, il y a des bonnes chances que si vous faites une recherche sur une marmotte, vous allez apparaître en premier. OK? Si c'est un contenu original et attractif. Par exemple, si vous faites une page web sur les petits chats mignons, ben ça, il y en a plein de pages web. Les gâteaux au chocolat, il y a des milliers et des milliers de pages sur les gâteaux au chocolat. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose de spécial pour apparaître en premier. Il faut avoir un titre bien choisi. Une fois, je me souviens, j'avais fait un site web, j'avais oublié de marquer un titre de ma page web. Donc, à ce moment-là, tu es mal référencé si tu n'as pas de titre sur ta page web. Un URL bien adapté. Si vous allez sur un site gratuit qui vous donne un URL, c'est-à-dire le nom du site web, www.magie.com/chapeau/lapin/baguette, un nom long comme ça se peut que vous ne soyez pas bien référencé. Le corps du texte, il faut qu'il soit lisible par les moteurs de recherche. Donc, c'est important que le corps du texte soit lisible. Donc, par exemple, mettre des mots plutôt que par exemple, des vidéos qui font bouger votre logo. Ben, si ce n'est pas lisible par un moteur de recherche, ça va être moins bien référencé. Perfect. Ceux qui connaissent la programmation, ben, les métas, ça aide. Si vous avez des métas qui sont originales, qui sont bien faits, avec les vrais mots qui concernent le site, ça va bien vous référencer. Des liens bien pensés. Mettons, vous parlez des marmottes, d'avoir un lien qui pointe vers d'autres sites de marmottes ou des images de marmottes, mais ça peut vous aider. Les attributs alt, le fameux alternate que j'ai vu un petit peu plus haut dans le document, ben, si vous décrivez vos images, ben, ça peut vous aider à être mieux référencé. Parce que des images qui ne sont pas décrites, ben, ce n'est pas très bien référencé parce que les moteurs de recherche, même si l'intelligence artificielle commence à travailler sur les images aujourd'hui de nos jours, mais ça va être plus facile d'être bien référencé si vous faites une description de vos images. Évidemment, le fameux contenu de la page web, c'est important, fait qu'on explique un petit peu ici. Le titre de la page web, on revient un petit peu sur les éléments qu'on a vus en haut. L'URL de la page, très important. Le corps de la page, les balises méta. Étant donné l'usage abusif de méta, c'est ce qui est en jaune ici, constaté dans de nombreux importants sites web, les moteurs utilisent de moins en moins ces informations. Il y a des petits brillants qui ont fait en sorte que, mettons, si tu parles de chat sur ton site web, tu avais un fond blanc, ben, il écrivait des milliers de fois le mot chat en blanc sur un fond blanc. Qu'est-ce qui arrive? C'est que nos yeux ne voyaient pas le mot chat, mais il était là, présent, écrit en blanc, sur un fond blanc. On ne le voyait pas, mais il y avait des milliers de fois le mot chat.
Puis là, les moteurs de référencement, au début, disaient « Hey, ça, c'est un site important sur les chats parce qu'il y a 1000 fois le mot chat. » Maintenant, les moteurs de recherche se sont ajustés parce que, justement, il y avait des petits brillants qui avaient fait des trucs comme ça pour faire en sorte que leur site soit mieux référencé. Donc, ces petits trucs-là fonctionnent moins bien aujourd'hui. Les liens hypertextes, des liens qui ont rapport. Fin de la divulgation de la valeur de PageRank par Google. PageRank, ça faisait en sorte que dans Google, on pouvait voir il y avait combien de sites qui pointaient vers notre site, pour voir si on était bien référencé. Il y a des petits brillants, encore une fois, qui ont inventé des sites bidons qui pointaient vers leurs clients pour augmenter leur référencement. Donc, évidemment, ça, ils se sont aperçus qu'il y a des petits brillants qui faisaient ça pour le référencement. Donc, depuis quelques années, là, c'est moins utilisé. Perfect. Ils attribuent alt. Si vous faites de la programmation, c'est important. Quand vous avez une image, ça, c'est le code, par exemple, pour une image GIF. On ajoute un alt pour expliquer que ça, c'est le logo de l'entreprise. Un référencement articulé autour de la page. Donc, faire en sorte que la page d'accueil soit là le plus souvent possible pour chacune des pages. Le spam dexing, c'est quoi? C'est un référencement abusif. Ajouter des mots-clés sans rapport, comme je viens d'en parler. Il y en a que c'était dissimulé aux yeux des visiteurs, la même couleur que le fond, ça, je viens d'en parler. Des métas qui n'avaient pas rapport avec le contenu. La répétition de mots-clés. Donc ça, maintenant, ça fonctionne plus ou moins. Le clocking, c'est quoi? C'est une dissimulation en français. Donc, il y avait du contenu qui était caché dans un site web qui était vu seulement par les moteurs de recherche. Donc, ça, c'était vraiment là. Par exemple, moi, là, à un moment donné, j'ai fait affaire avec un hébergeur gratuit. Mais l'hébergeur gratuit, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait de la publicité dans le haut de ma page, mais c'est pas moi qui l'avais écrit, cette publicité-là. Donc, il insérait dans ma page de la publicité. Donc, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le code qui était derrière. Même si c'était gratuit, c'était le fun, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dans le code. Donc, les moteurs de recherche, quand ils voyaient ma page web, mettons, c'est un site web sur le golf, ils pouvaient penser que ça parlait d'autres choses parce qu'il y avait des publicités sur d'autres sujets. Finalement, on termine la partie. Je suis un petit peu essoufflé, ça a été quand même rapidement. Vous vous souvenez, c'était dans cette pub célèbre. Par un fichier robot.txt. Ceux qui connaissent un petit peu la programmation, vous pouvez aller voir sur Google. On vous suggère de mettre un fichier robot.txt à la racine de votre site web avec des indications. Par exemple, si c'est un site 16 ans et plus, 18 ans et plus, qui s'adresse à des enfants, qui ne s'adresse pas à des enfants, avec certaines indications comme ça, ça peut faire en sorte que vous allez être mieux référencé parce que vous allez gratuitement offrir des informations sur votre site web pour que, par exemple, si vous avez un contrôle parental, votre site web ne passe pas ou des choses comme ça. Donc, c'est bien vu si vous allez mettre un petit fichier à la racine de votre site web qui s'appelle robot avec un S.txt. Si vous voulez savoir ce que contient le fichier robot.txt, juste faire une petite recherche sur Google. Ça va vous indiquer qu'est-ce que vous devriez écrire dans votre fichier texte. Qu'est-ce que vous devriez donner comme indication dans le fichier robot.txt. Puis les moteurs de recherche, habituellement, apprécient que vous donnez ce type d'informations-là. Ça va vous permettre d'être mieux référencé. Donc, ça complète ma partie sur la publication web et le référencement. J'ai pris la peine de mettre en jaune ce qui est important. Donc, si à l'examen final, je pose des questions, ça va se retrouver probablement sur ce qui est en jaune ou sur ce que j'ai parlé dans cette petite vidéo-là. Donc, ça termine cette partie de cours-là. En terminant, pour le cours de serveur web, étant donné que la session tire à sa fin, il vous reste comme les 2 dernières semaines pour faire le projet web. Donc, si vous avez des suggestions pour les dates d'examen, moi, ce que je vous suggère, c'est que la semaine prochaine, mardi, en après-midi, on fasse les présentations de projet. Donc, peu importe où vous êtes rendu dans votre projet web, c'est-à-dire mardi, le 1er décembre, on ferait les présentations de projet. Et puis, jeudi, le 3 décembre, entre 8h et 10h le matin, ça serait l'examen final. Donc, je répète, 1er décembre, mardi, je vais vous envoyer un horaire dans l'après-midi. On ferait les présentations de projet. Puis, le jeudi matin, entre 8h et 10h, ce serait l'examen final. Présentation de projet, fiez-vous à la petite feuille que je vais vous mettre encore une fois cette semaine sur Léa, dans la semaine numéro 12. Fiez-vous là-dessus pour la correction. Donc, vous avez une petite présentation à me faire. On va faire ça sur Teams. Vous allez me présenter votre site web.
Ça ne doit pas durer longtemps, là, c'est entre 12 et 15 minutes. Vous me présentez principalement vos pages web, qu'est-ce qui fonctionne moins, comment ça fonctionne, puis par exemple, si vous avez une partie achat, comment vous faites pour faire la partie achat, etc. Donc, moi, je vais remplir la petite partie du haut pour la partie présentation. Puis, dans les jours qui vont suivre, quand je vais corriger votre projet web, je vais corriger tout le reste ici. L'apparence, utilisation à l'écran, une page d'accueil, le bonus, page de consultation, page, si vous êtes enregistré, possibilité de passer des commandes, un panier. Donc, il y a plus de points là-dessus. Page de confirmation, etc. Donc, moi, je vais me fier là-dessus vraiment pour faire la correction de votre projet. Donc, si vous voulez vérifier qu'est-ce qui manque à votre projet, sur quoi vous devez travailler à la dernière minute, c'est là-dessus que vous allez voir les points que je vais mettre. La présentation, c'est à la bonne franquette. Vous allez tout simplement me partager votre écran puis me montrer ce qu'a l'air votre site web. Si vous êtes capable de faire un achat, bien, me montrer un exemple d'achat. Si vous avez une partie administrateur, vous êtes capable de changer quelque chose dans le site web, la base de données ou quelque chose comme ça, vous allez me présenter ça. Le but de la présentation, ce n'est pas de me montrer votre code. C'est de me montrer vos pages web et l'utilisation du site web. Donc, puis il y a beaucoup de points pour la session, évidemment. C'est 40 % de la session, donc c'est important. Ensuite de ça, jeudi, l'examen. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'examen? Vous pouvez me poser des questions d'ici l'examen, là, mais je vous dis grossièrement ce qu'il va y avoir à l'examen. Ça ne sera pas un examen récapitulatif officiellement sur toute l'année. Je vais surtout poser des questions sur ce qu'on a fait depuis le deuxième examen, c'est-à-dire partie Windows, IIS, installation de SQL Server, utilisation avec PHP. Si vous avez fait le laboratoire, bien, vous allez être à l'aise là-dessus. Quelques questions sur les bases de données sous Windows. Donc, si vous n'avez pas été bon dans le deuxième examen sur les requêtes SQL, ben, on va en refaire quelques-unes, mais je vais surtout vous donner les requêtes SQL. Vous allez devoir me dire ce qu'ils font. Ça va être plus facile comme ça. Et puis, comme code, ce que vous allez avoir à m'écrire pour le dernier examen, contrairement aux deux premiers examens, ça va surtout être, ça va être quelque chose, probablement une question sur le XML. Donc, je vous donne un truc pour l'examen final. Assurez-vous d'être capable de savoir c'est quoi du XML et être capable d'en créer. Donc, il n'y aura pas de grosses questions comme l'examen 1 et l'examen 2 sur le PHP, puis connexion aux bases de données en PHP, mais ça va être une question un petit peu plus facile pour ce qui est du code qui a rapport un petit peu avec le XML. Donc, vous allez avoir droit à vos notes de cours pour l'examen final. Par contre, vous n'aurez pas le droit à vos voisins, puis vous n'aurez pas le droit normalement d'aller sur Internet non plus pour trouver vos réponses. Perfect. Donc, si vous avez des questions d'ici ce temps-là, n'hésitez pas à venir me voir en laboratoire comme vous avez l'habitude de faire. Clencher un petit peu sur votre projet web. Puis, on verra pour la date de remise du projet web. La présentation, c'est à la dernière semaine, mais je vais vous laisser quelques jours de plus si vous avez des petites choses à modifier avant la correction. Donc, je vais vous envoyer un MIO là-dessus avec les dates exactes puis comment ça fonctionne. Donc, merci. Bonne semaine à tous. Puis, la fin de la session arrive. Donc, lâchez pas. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Bonne fin de journée. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.